Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast sur la hantise et le glissement dans le temps et dans d'autres dimensions. Exactement. Donc, avant de commencer ce podcast, je voulais préciser que le podcast d'Au-delà de l'illusion de la semaine est disponible sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr et sur notre chaîne Odyssée qui s'appelle Au-delà de l'illusion. Ce podcast est consacré à la réincarnation et au lien entre réincarnation, fausse lumière et entité sans âme. Donc, ce podcast est disponible sur notre site et sur notre chaîne Odyssée. Et on voulait également vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 6 janvier 2024 à Paris 14e. En présentiel. En présentiel, absolument. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse, car ça sera une conférence inédite avec plein de nouvelles informations et surtout un tout petit prix. Et c'est une conférence donc qui dure 6 heures et qui est consacrée à la nature de cette réalité et au concept de matrice. Donc, pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc, on va mettre tout le programme de la conférence et le lien vers notre adresse mail et tout cela juste en dessous de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un moment très sympathique. Le public est très sympa, très convivial. Mais surtout, envoyez-nous bien un mail parce que la salle est petite et le nombre de places est limité. On voulait aussi vous annoncer que on organise, et c'est une première, je le répète, c'est une première, une webconférence, une conférence Internet ou un webinaire, quel que soit le terme, c'est la même chose, le vendredi 19 janvier de 19h à 23h. Donc, ce webinaire sera consacré au projet Bluebeam et on fera le lien entre ce qu'est le projet Bluebeam et on verra que c'est totalement différent de ce que pensent la plupart des chercheurs de vérité et on fera le lien entre le projet Bluebeam, les intelligences artificielles, la présence d'entités non humaines et la nature même de cette réalité. Donc ça sera un webinaire où il y aura beaucoup de nouvelles informations et surtout, il y aura des périodes de questions-réponses. Donc, ça va être vraiment un webinaire extrêmement interactif. Donc, on mettra le lien en dessous de ce podcast pour ceux qui veulent y participer. Sachez aussi qu'on a mis ce webinaire vraiment à un prix très raisonnable. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, le lien pour vous y inscrire est en dessous. Et ensuite, on vous enverra le lien pour pouvoir vous connecter au webinaire. Absolument. Et maintenant, on va parler des hantises et des glissements du temps dans d'autres dimensions. Est-ce qu'il y a un lien entre la hantise, les hantises et le glissement du temps? Absolument, parce que il faut bien comprendre que notre réalité, ce qu'on peut appeler cette fausse création, est multidimensionnelle, mais aussi comporte une infinité de timelines. Les dimensions, pour faire simple, sont peuplées d'entités non humaines. Et dans chaque dimension de la fausse création, les constantes fondamentales sont un petit peu différentes. Par exemple, la vitesse de la lumière va être différente, la constante de l'électron va être différente et tout, ce qui fait que les dimensions occupent le même espace, mais ne vont pas se voir. Les êtres de cette dimension ne vont pas voir les êtres d'autres dimensions, mais les dimensions sont là et la communication se fait entre les dimensions. C'est ce qui fait qu'il y a des entités non humaines
qui sont parmi nous. C'est ce qu'on peut appeler la hantise parfois. La hantise peut correspondre à des phénomènes extradimensionnels, certains fantômes. Après, il y a les timelines, et les timelines, c'est un petit peu différent. Une timeline, j'ai ma tasse de thé. Et je vais décider de prendre du thé. Je bois mon thé, qui est très bon du reste, et je crée une réalité consensuelle où j'ai bu le thé. Mais il y a une autre réalité où je n'ai pas bu le thé qui continue d'exister parallèlement à cette réalité. C'est ce qu'on appelle une timeline alternative, une timeline parallèle. Donc, les timelines, c'est un peu différent de dimension dans le sens où les timelines, c'est une autre version de nous, alors que les dimensions, c'est des mondes parallèles. Et chaque fois qu'on prend une décision, notre âme, on crée une timeline, une réalité consensuelle et une réalité alternative. Et notre âme se fragmente et est présente sur une différente timeline, même une infinité de timelines. Et il y a non seulement les timelines que chacun d'entre nous crée, mais les timelines créées par les autres où l'on est aussi présent. Donc, on ne peut pas comprendre cette réalité si l'on ne comprend pas la notion de timeline, de réalité alternative, la notion d'autres dimensions peuplées d'autres entités, et la notion de temps où tout est simultané, autrement dit, où le passé, le présent et futur n'existent pas, mais sont issus de la technologie en fait. Des entités sans âme. Donc, c'est simultané. Donc, ça fait que l'on va pouvoir voyager dans le temps, dans d'autres dimensions et dans d'autres timelines. Alors, le voyage dans le temps, dans d'autres dimensions et dans d'autres timelines peut se faire par de la technologie. C'est le cas du programme dimensionnel secret. C'est le cas des technologies issues de la collaboration entre le CMI et les entités sans âme. Mais sous certaines conditions, le passage entre les dimensions ou entre les timelines peut se faire de manière aléatoire. Et justement, c'est le cas de certaines hantises, de certaines apparitions de fantômes. Oui, c'est là où on peut faire la différence, par exemple, entre un fantôme et une entité ou un décédé. Et parfois, les fantômes ne sont ni décédés, ni entités. Comme on va le voir, c'est parfois totalement différent. Donc, beaucoup de cas de hantise, par exemple, sont effectivement des âmes errantes, des fantômes, dans le sens le plus traditionnel du terme. Quand une personne décède et qu'elle n'est pas au courant d'être morte, ou si une personne souffre, par exemple, d'addiction, si une personne décède et pense que cette réalité est la seule réalité qui existe, elle deviendra un fantôme, puisque les entités sans âme, elle générera un au-delà qui sera projeté par les entités sans âme, qui est lié à ses croyances. Donc la personne restera accrochée à cette réalité. Et ça explique certains fantômes. Certains fantômes sont des âmes errantes qui ne savent même pas qu'elles sont décédées. Par exemple, dans des châteaux hantés où il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes brutalement, il y a des âmes qui ne savent même pas qu'elles sont mortes et qui restent et qui hantent le château. Des personnes qui ont des dons de médium ou pas, parce que les âmes peuvent se matérialiser sous certaines conditions, vont pouvoir percevoir et même interagir avec ces âmes errantes. Jimmy Gueux parlait, par exemple,
et avait interviewé une châtelaine qui interagissait avec différents fantômes qui étaient présents dans son château. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. J'ai aussi connu une personne en Angleterre qui était en colocation quand elle était étudiante avec plusieurs copines dans une maison extrêmement ancienne. Et un jour, cette personne a vu une personne habillée bizarrement dans la salle de bain. Donc, elle pensait que c'était sa copine qui était rentrée dans la salle de bain. Donc, elle n'était pas très contente parce qu'elle était en train de s'habiller et tout ça. Donc, elle suit l'apparition, pensant que c'est sa copine. Et en fait, sa copine était tranquillement dans la cuisine. Donc, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait vu, c'était un fantôme. Et ça pouvait correspondre ou à une âme errante ou à une mémoire des murs. Et un autre exemple, j'ai ma grand-mère maternelle qui percevait les fantômes. Et un jour, quand son père avait une entreprise de pompes funèbres. Et un jour, quand elle était chez elle, et elle dit à son père, papa, il y a un monsieur qui me regarde. Et le père lui dit, décris-moi ce que tu vois. Et donc ma grand-mère avait 4 ans, et par ses mots d'enfant, elle avait décrit un personnage extrêmement blême, extrêmement mince, et qui était complètement voûté et tout ça, mais qui était gentil, qui était souriant. Et elle a décrit sa couleur de cheveux et tout ça. Et le père a remarqué a compris que la description correspondait à un voisin qu'il avait d'ailleurs enterré et qui était mort de ce qu'à l'époque, dans les années 20 ou 30, ils appelaient la maladie de la maigreur. Et la maladie de la maigreur, c'était l'équivalent de ce qu'on peut appeler le sida, en fait. Le sida. Parce que c'était une personne qui avait séjourné longuement en Afrique. À l'époque, ça s'appelait la maladie de la maigreur. Donc, et ça, c'est dans les années 20 ou début des années 30. Années 20, puisque ma grand-mère est née en 1922, elle avait 4 ans, donc 1926. Et ça parlait déjà de la maladie de la maigreur, a wasting disease en anglais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et l'entité souriait, donc on peut penser que c'était un fantôme. Toujours pareil, ma grand-mère, donc elle devait avoir 17 ou 18 ans. C'était 1940 et c'était l'année du Blitz. Et son père était décédé et donc la mère de ma grand-mère avait repris l'entreprise de pompes funèbres. Et c'était le blackout. Donc à l'époque, en Angleterre, il fallait éteindre toutes les lumières pour éviter les bombardements de l'aviation allemande. Et mon arrière-grand-mère avait demandé à ma grand-mère d'aller voir si toutes les lumières étaient éteintes. Et elle va dans l'entrepôt, ma grand-mère va dans l'entrepôt où les corps étaient stockés, où les cercueils et les corps étaient stockés, pour voir si tout était et pour voir si toutes les lumières étaient éteintes. Et elle se rend compte qu'il y a une lumière qui est allumée, une lumière extrêmement brillante. Donc là, elle rentre et il y a un jeune homme blond qui lui pose les mains sur les épaules et la prend dans les bras et qui a l'air relativement triste.
mais il apprend, et avec des yeux très gentils et tout. Donc ma grand-mère, mais vraiment physique comme nous. nous. Donc ma grand-mère prend peur, elle pense avoir affaire à un fou ou à un maniaque ou à quelqu'un comme ça, et elle part et elle court voir sa mère en disant il y a quelqu'un dans l'entrepôt. Donc mon arrière-grand-mère y va et elle ne voit absolument personne. Elle lui dit ma fille, tu as rêvé. Mais elle dit si, il y a quelqu'un qui était habillé en costume d'aviateur. Et mon arrière-grand-mère dit arrête de raconter des histoires. Simplement, le lendemain, donc il y a un couple qui se présente et qui demande à mon arrière-grand-mère d'organiser l'enterrement de leur fils. Et le couple était extrêmement triste. Et mon arrière-grand-mère, qui était quand même ouverte d'esprit, elle demande au couple, décrivez-moi votre fils. Et là, ils décrivent le fils comme étant blond aux yeux bleus et comme étant habillé en costume d'aviateur, exactement comme avait décrit ma grand-mère, alors que le corps n'avait même pas été ramené là-bas et tout ça. Et mon arrière-grand-mère dit à ce couple, ne vous inquiétez pas, votre fils est encore vivant, puisque ma fille l'a vu. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé et tout ça, je ne sais pas comment le couple a réagi et tout ça, mais ça, c'est des histoires authentiques, des histoires de première main. Et ce qui est intéressant, c'est que le décédé était présent dans l'entrepôt avant même qu'il n'y soit, il était déjà mort, mais il n'avait pas encore été mis. Donc, on voit très bien. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que c'est une manipulation d'entités sans âme? C'est possible, puisque les entités sans âme, la fausse lumière, peuvent prendre l'aspect de décédé, et vous le verrez dans la partie podcast au-delà de l'illusion, le temps passe différemment dans le monde des morts que dans le monde des vivants. Donc, il y a pu avoir un phénomène de distorsion du temps qui est lié au fait que le temps passe différemment dans le monde des morts que dans le monde des vivants. Donc, il y a des décédés qui sont des âmes errantes, ce qu'on peut appeler des âmes errantes, qui sont prisonniers en quelque sorte dans notre réalité de par leurs croyances et de par aussi la manipulation des entités sans âme qui manipulent cette réalité et l'au-delà. Donc ça, on en parle dans le podcast sur la réincarnation. Mais bon, peu importe. Après, il y a des décédés qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et ça c'est dramatique parce que des personnes pensent être en contact avec des décédés et sont en fait en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Est-ce qu'il y a aussi les tulpas? Ça, je vais y arriver, effectivement, très important. Et c'est ce qui est arrivé au journaliste canadien Joe Fisher. Joe Fisher a rencontré une médium qui était en contact avec des entités qui se faisaient passer pour des décédés. Et une des entités s'est fait passer pour une femme qui était morte en Grèce il y a 200 ans et qui était la compagne de Joe Fisher dans une vie antérieure. S'en est suivi une énorme manipulation de Joe Fisher par l'entité sans âme et aussi une manipulation de la médium par cette entité sans âme et d'autres entités sans âme, ce qui a abouti à la séparation de Joe Fisher d'avec sa compagne, ce qui a abouti au fait que la médium soit tombée malade, et cette maladie était liée directement à l'entité sans âme, et Joe Fisher est aussi tombé malade, et ce contact a fini par le tuer. Et tout cela est décrit dans le livre The Siren's Call of
Hungry Ghosts, l'appel des sirènes, des Hungry Ghosts, des fantômes qui ont faim, où Joe Fisher, avant sa mort, raconte toute cette manipulation de la part de cette entité qui s'est fait passer pour sa compagne dans une autre vie. Donc, très clairement, il y a des phénomènes de hantise qui sont liés à des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Et, comme tu le dis, il y a aussi des phénomènes de tulpa qui expliquent certaines hantises. Par exemple, beaucoup de personnes à Paris ont aperçu le fantôme de Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, escaladant les murs de Notre-Dame. Simplement, Quasimodo n'a jamais existé, si ce n'est dans l'imagination de Victor Hugo. Pourtant, des gens extrêmement rationnels ont vu le personnage de Quasimodo. Et ça, c'est lié à la formation de tulpa, c'est-à-dire à des matérialisations de croyances qui prennent une vie propre et qui peuvent prendre une forme physique. Pourquoi? Parce que le roman de Victor Hugo, pour diverses raisons, Notre-Dame de Paris, a eu un tel impact sur la conscience populaire, et pour diverses raisons, parce qu'il y a aussi le phénomène des pensées intrusives, le fait que Victor Hugo était beaucoup dans les cercles de médiums liés à de nombreuses sociétés secrètes. Tout cela a fait que le roman Notre-Dame a eu un tel impact sur les masses que l'égrégore autour de Quasimodo s'est matérialisé et a pris une vie propre et même une forme physique ou quasi physique que des gens peuvent percevoir. De même, dans la maison hantée du parc Euro Disneyland, il y a des gens qui ont filmé des fantômes, photographié des fantômes. Pourtant, la maison n'est pas hantée. Simplement, pour des raisons qu'on a expliquées dans divers podcasts, Euro Disney vibre extrêmement mal. Et la maison et aussi les parcs Disneyland sont construits selon certaines ondes de forme. Et la maison hantée du parc Disneyland, c'est un endroit où les peurs se cristallisent et les peurs finissent par se matérialiser et par former des tulpas qui prennent forme physique. Donc une vie propre littéralement, et qui peuvent se matérialiser physiquement, être photographiés, même interagir avec les gens. Donc, ce qui explique que des gens aperçoivent des fantômes dans ces lieux. Et puis, certains fantômes sont liés à la mémoire des murs. Je m'explique. Les murs enregistrent les événements, et si un événement brutal qui a lieu dans un endroit, les murs vont l'enregistrer. Et sous certaines conditions, le film peut se rejouer. Et ça explique des fantômes qui passent mais qui n'interagissent pas. C'est littéralement des films qui se rejouaient, qui ont été enregistrés par les murs, puisque les pierres possèdent cette capacité d'enregistrer de l'information, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait des cristaux dans les ordinateurs, ce qui explique aussi que les cristaux soient utilisés très souvent pour soigner, etc., parce que les pierres ont une certaine mémoire. Donc, si un événement violent, c'est enregistré sous certaines conditions par des pierres, et cet enregistrement est ensuite rejoué sous certaines conditions. Donc, il y a des fantômes qui sont des âmes errantes, authentiques, telles qu'on les décrit. D'autres sont des entités sans âme qui se font passer pour des fantômes, pour des décédés, et ça, c'est extrêmement dangereux. D'autres aussi sont des tulpas, des matérialisations de croyances, et d'autres sont issus de la mémoire des murs. Mais il y a d'autres, donc tous ces phénomènes de hantise ne s'excluent pas. Toutes les explications sont valables, et il y a des fantômes qui sont des décédés authentiques, d'autres des entités sans âme, d'autres des tulpas et d'autres des mémoires des murs. Et parfois, dans un même lieu, il peut y avoir plusieurs types de fantômes qui coexistent. Certains sont des entités sans âme, d'autres sont des tulpas, d'autres sont des vraies âmes errantes. C'est le cas, par exemple, dans la tour de Londres, qui est un des lieux les plus hantés. Mais il y a d'autres fantômes
il y a d'autres fantômes qui sont tout sauf des fantômes. Je m'explique. Le tout est simultané. Donc, sous certaines conditions, le passé peut interagir avec le présent, de même que le futur peut interagir avec le passé, puisque tout est simultané, ce qui explique la rétrocausalité. Le passé peut également interagir avec le présent. Il y a des espèces de boucles du temps qui se créent. Et Donc, il y a littéralement une manipulation du temps. Une manipulation ou des phénomènes qui sont liés à la nature de cette fausse création. Il peut y avoir les deux qui font que le passé et le présent se rencontrent. Un des cas de hantise les plus célèbres comme ça, c'est le cas de Miss Moberly et Miss Jourdain, deux Anglaises qui en 1901, alors qu'elles se promenaient dans le parc du Trianon, ont vu des personnages de l'époque de Louis XV qui se baladaient. Elles ont même vu une femme très belle qu'elles ont prise pour Marie-Antoinette. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que leur description du Trianon ne correspondait pas à l'époque de Marie-Antoinette, mais correspondait à l'époque où à l'époque de Louis XV, je crois. Donc, ça correspondait à l'époque bien avant Marie-Antoinette. Donc, la femme qu'elles ont vue n'était pas Marie-Antoinette, mais une femme qui vivait à l'époque de Louis XV, puisqu'à l'époque, le Trianon n'était même pas le Trianon à proprement parler, mais c'était un espèce de pavillon de chasse ou quelque chose comme ça. En tout état de cause, les descriptions qu'elles ont faites correspondaient à l'époque de Louis XV et non pas de Louis XVI. Donc, elles n'ont jamais rencontré Marie-Antoinette. Mais les descriptions qu'elles ont faites étaient extrêmement précises. C'était des choses que ces femmes ne pouvaient absolument pas connaître, ne pas inventer, d'autant plus qu'elles étaient persuadées d'avoir interagi avec Marie-Antoinette. Donc, elles ont écrit un livre. Elles ont écrit un livre et ce qu'ont vécu ces femmes, c'est très probablement une expérience de glissement dans le temps, où elles sont passées dans le passé du château de Versailles. D'autant plus que d'autres personnes ont eu ces phénomènes de glissement du temps. Un jour, une scientifique française du reste, se promenait dans le château de Versailles et tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans un carrosse avec l'ambassadeur de la Hollande à l'époque de Louis XIV. Donc un truc de fou. C'est un truc complètement fou. Elle s'est retrouvée avec l'ambassadeur de la Hollande, donc une expérience de glissement du temps. Et tous ces gens voient les personnages interagir comme si de rien n'était. Et parfois les personnages les remarquent, parfois les personnages ne les remarquent pas. Au métro Barbès aussi, beaucoup de personnes ont raconté avoir vu des paysans vêtus en costume moyenâgeux en train de bêcher la terre et de travailler à proximité d'une rivière. Or, selon une habitante de Barbès à qui j'ai pu parler, il y avait une rivière souterraine à l'époque du Moyen-Âge qui coulait près de Barbès à Paris. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça, ce n'est pas des phénomènes de hantise, c'est des phénomènes de glissement du temps. On a eu aussi des témoignages de première main où une personne qui était propriétaire d'un immeuble pensait que son immeuble était hanté parce qu'il y avait des phénomènes bizarres. Et un jour qu'il était avec quelqu'un, il a entendu des coups. Il a entendu des coups comme des coups de feu, mais extrêmement forts. Donc, il s'est dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et son ami entendait également
le même phénomène. Donc, il regarde dehors, il ne se passe rien. Donc, il était persuadé d'avoir affaire à des entités. Et puis un jour, la personne était chez elle, dans son immeuble qu'elle avait divisé en appartements, elle vivait dans un appartement. Et là, cette personne entend à nouveau mais des bruits d'explosion, des bruits terribles, des bruits de mitrailleuses et tout ça, et des bruits comme des bombes qui explosaient. Donc là, la personne regarde dehors et il ne se passe rien. Donc la personne fait des recherches et il comprend que l'immeuble était situé devant une gare et la gare avait été bombardée par les Américains en 1944. Et la personne a compris que les bruits qu'il entendait et qui le dérangeaient ne venaient pas de fantômes, mais venaient de glissements dans le temps. Et donc, il avait voyagé dans une autre dimension. Pas une autre dimension, dans une autre timeline ou dans une autre époque. On peut pas trop, ou dans le passé de cette timeline, puisque tout est simultané. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'autres personnes dans cet immeuble ont décrit des phénomènes analogues. Certaines personnes ont même vu des scènes des années 40. Des personnes âgées qui vivaient dans cet immeuble ont vu des immeubles qui étaient là dans les années 40 ou des maisons qui étaient là dans les années 40 mais qui n'étaient plus là en regardant par la fenêtre. Donc on parle des années 2000, personnes regardaient par la fenêtre et voyaient des maisons qui étaient détruites depuis longtemps ou qui n'existaient plus depuis longtemps. Donc il y a des phénomènes de glissement du temps près de cet immeuble. Ça, c'est une histoire qu'on a eue de première main. Et effectivement, j'ai fait des recherches et tout a été confirmé qu'il y a eu un bombardement de la gare de ce village en 1944. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça, c'est des phénomènes de glissement dans le temps. C'est les années 50 et c'est une famille d'Américains. Et soudain, cette famille d'Américains rentre prendre leur petit déjeuner. Et là, ils voient des gens en habits du 19e siècle en train de manger à la table de leur salle à manger. Donc, ils sont complètement effrayés, mais les personnes en habits du 19e siècle sont aussi effrayées qu'eux. Donc, ils se rendent compte qu'eux étaient des fantômes pour les gens du 19e siècle et les gens du 19e siècle étaient des fantômes pour eux. Donc, on voit très clairement un phénomène de glissement du temps. D'ailleurs, le même genre de phénomène de glissement du temps a été remarqué par la famille Perron. La famille Perron, c'est une famille qui était victime de hantise, dont le cas avait été enquêté par les époux Warren et les films Conjuring, où le premier est basé sur l'histoire de la famille Perron. Mais en fait, cette famille Perron, qui n'a rien à voir avec les Perron d'Argentine, cette famille Perron vivait à la fois des phénomènes de hantise, mais à la fois des phénomènes de glissement dans le temps. Donc, beaucoup de phénomènes de hantise ne sont pas des phénomènes de hantise, mais des phénomènes de glissement dans le temps. Pourquoi ? Parce que à certains moments, le passé, le présent et le futur peuvent interagir. Autrement dit, une personne peut se retrouver dans le futur ou dans le passé. Et ça peut être lié à des technologies d'entités sans âme. C'est le cas dans les programmes dimensionnels secrets, dans les programmes de voyage, comme l'expérience de Philadelphie, qui est une réalité absolue, et de Montauk aussi. Et ces projets d'ailleurs continuent sous d'autres noms. Mais parfois, le glissement dans le temps, dans le passé ou dans le futur se fait de manière naturelle. C'est lié à la nature même de cette réalité. Et parfois, il y a
il y a des personnes qui ne se retrouvent non pas dans le temps, mais dans d'autres timelines. Et ça, c'est absolument dramatique parce que leur vie peut être totalement bouleversée. Il y a l'histoire de ce garçon d'une dizaine d'années qui vivait avec ses parents et une vie extrêmement heureuse. Cette histoire a été rapportée par Tom Lyons, un chercheur américain, je le précise. Ce garçon de 10 ans vivait avec ses parents une vie extrêmement heureuse. Son père travaillait beaucoup, donc il passait la plupart du temps avec sa mère. Et sa mère était une mère, mais plus que ça, c'était aussi la meilleure amie de ce petit garçon et ils faisaient énormément de choses ensemble. Donc il était vraiment heureux et tout ça. Sa mère participait à ses jeux, elle lui faisait des bons petits plats et tout ça. Ses parents s'entendaient très bien, bref, une vie idéale. Et en plus, sa maison était au bord d'une forêt, donc c'est encore plus idéal pour un gamin. Et un jour, il a remarqué que sa mère pleurait sans raison. Donc, il demande à sa mère pourquoi elle pleure et sa mère lui dit de ne pas s'inquiéter. Donc, il ne se pose pas plus de questions et il continue sa vie et tout ça. Et après, sa mère cesse de pleurer, donc tout reprend. Et un jour, c'était les vacances scolaires et le petit garçon est allé jouer dans la forêt. Donc avant qu'il parte, sa mère lui dit quand tu reviendras, ne reviens pas trop tard parce que quand tu reviendras, tu auras ton plat préféré. Donc le petit garçon joue, il revient. Comme il avait beaucoup joué, il avait très faim. Et là, sa mère lui a préparé son plat préféré, qui était une préparation à base de pâtes. Mais ce qu'il a expliqué, c'est qu'il sentait même l'odeur de son plat préféré. C'était une odeur délicieuse comme jamais. Donc il mange son plat et là, le goût est fantastique et tout. Sa mère lui parle normalement et tout. Et quand le repas est fini, sa mère part et elle part pleurer. Donc là, le petit garçon est extrêmement triste. Il lui demande pourquoi elle pleure et sa mère ne lui répond pas. Et là, le père revient du travail et il va parler à son père. Il dit maman recommence à pleurer. Et le père lui dit mais tu es complètement fou, mon fils. Et il dit mais si, maman est en train de pleurer. Et là, le père se met en colère et dit pourquoi tu me tortures comme ça. Et là, il redit mais pourquoi maman pleure. Et là, le père se met vraiment en colère et lui dit tu sais bien que maman ne peut pas pleurer, qu'elle est morte depuis 2 ans. Et là, le garçon, il comprend pas, il est complètement malade et tout. Le père comprend pas, il pense que le garçon est fou et tout ça. Et donc, le garçon va se pleurer en larmes. Le lendemain matin, va se coucher en larmes. Il finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille. Et là, il se dit quel horrible cauchemar j'ai fait. Et il voit son père partir au travail. Et là, il voit une dame qu'il ne connaît pas arriver. La dame qu'il ne connaît pas, c'est une nounou qui vient le garder. Et il dit, mais pourquoi il y a cette nounou qui vient me garder? D'habitude, c'est maman et tout. Et le père lui dit, mais tu es complètement fou. Et tout ça. Donc le garçon pousse une colère et tout, il rejette la nounou. Et tout, et le père lui dit, mais tu sais bien que maman est morte. Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Le père l'envoie chez un psychiatre. Et le psychiatre dit, c'est très certainement c'est un refus du décès. Donc le petit garçon comprend qu'il doit se taire et il joue le jeu du psychiatre. Il dit oui, effectivement, j'ai peut-être mal pris le décès et tout ça. Et plus de 10 ans après, le petit garçon qui est devenu grand écrit son témoignage et l'envoie à Tom Lyons et lui dit
ce n'était pas lié au deuil. Ma mère était parfaitement vivante et du jour au lendemain, ma vie a changé. Ma mère n'est jamais morte. C'est comme si j'avais changé de timeline. Donc, on peut penser que certaines personnes vont, à cause de phénomènes naturels, de vortex, passer d'une timeline à une autre, ou bien vont être transférées d'une timeline à une autre par les entités sans âme. Dans la plupart des cas, et heureusement, les gens ne se souviennent pas, mais parfois ils se souviennent de l'ancienne réalité. Et là, c'est vraiment dramatique. Il y a cette dame espagnole, Lerina Garcia, qui s'est retrouvée dans une timeline et qui se rappelait de l'ancienne timeline. Donc, beaucoup de choses avaient changé. Par exemple, dans l'ancienne timeline, elle était en couple avec quelqu'un qui n'existait pas dans la nouvelle timeline. Dans la nouvelle timeline, c'est-à-dire dans cette réalité, elle était en couple, toujours en couple avec quelqu'un dont elle s'était séparée dans son ancienne timeline, dont elle travaillait dans un autre service à son travail et tout. Donc sa vie a été complètement chamboulée et ça l'a rendue malade. Heureusement qu'elle a pu s'en sortir et elle a écrit son témoignage, Lerina Garcia, qui a été publié dans un magazine Nexus dans les années 90. Pareil et qui a pour été la Madame X. Madame dont X on aussi. a parlé dans les marionnettistes derrière le rideau. Elle s'est retrouvée dans une timeline alternative où le transhumanisme avait déjà été mis en place. Ouais. Je ne sais pas si c'était une timeline dans le futur d'une timeline, dans le futur de cette timeline ou dans une timeline alternative plus avancée, entre guillemets, technologiquement que la nôtre, mais toujours est-il, selon elle, il y avait 15 à 30 ans d'avance et le transhumanisme était déjà en place et tout ça, donc c'était une timeline absolument abominable. Donc, le récit de Madame X, on le publie dans notre livre Les marionnettistes derrière le rideau. Donc, mais en tout cas, c'est un cas de voyage dans une timeline, dans une dimension ou dans une époque alternative. On l'a rencontré. Madame X, on l'a rencontré, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, qui a les pieds sur terre et tout ça. Donc, un témoignage très intéressant. Et très intéressant. Donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent comme ça dans des timelines alternatives. Et on peut penser que même la timeline peut être manipulée par les entités sans âme, ce qui explique l'effet Mandela et tout ça, dont on viendra dans d'autres podcasts YouTube. Mais en tout cas, en tout état de cause, il y a des gens qui, ou par le biais des entités sans âme, qui les transfèrent d'une timeline vers une autre, ou par le biais de vortex naturels, se retrouvent dans des timelines alternatives. Parfois, ils ne s'en souviennent pas. Et c'est mieux comme ça, mais parfois, ils se souviennent de l'ancienne timeline. Et c'est absolument terrible. Et certaines timelines peuvent aussi avoir des impacts sur cette timeline. Par exemple, il y a André Dacchi, donc l'hypnothérapeute que j'ai interviewé dans Au-delà de l'illusion, qui expliquait que beaucoup de problèmes dans cette timeline sont liés à des timelines alternatives qui interagissent avec cette timeline. Et les timelines sont des réalités alternatives, des réalités où on existe et qui sont aussi réelles que cette réalité. Simplement, notre point d'attention est dans cette réalité. Et puis après, il y a des expériences. Alors, c'est un peu différent des hantises, mais c'est des expériences où des gens se retrouvent littéralement dans d'autres dimensions où ils rencontrent des entités non humaines. C'est le cas, par exemple, de 2 jeunes filles au Canada qui étaient dans un camp de vacances, ce qui s'appelle là-bas Summer School, où les enfants peuvent passer la journée dans des espèces de centres aérés qui sont très souvent à la campagne et tout ça, où ils suivent des cours, ils font des activités l'après-midi et parfois
ils restent plusieurs jours, comme une sorte de colonie de vacances. Parfois, ils rentrent chez eux. Ça s'appelle the summer schools. Et donc, ces jeunes filles étaient dans un summer school et elles s'ennuyaient. Donc, elles ont décidé d'explorer une petite parcelle de forêt. Petite parcelle qui faisait à peu près 50 ou 100 mètres de longueur. Quand elles y sont rentrées dedans, elles ont été subjuguées par des fleurs absolument magnifiques et tout ça, par énormément de fleurs magnifiques. Donc elles ont commencé à cueillir des bouquets de fleurs et tout ça. Et puis ensuite, elles ont marché et elles se sont rendues compte que la parcelle de forêt faisait bien plus de 100 mètres, qu'elle faisait des kilomètres et des kilomètres. Et elles commençaient à tourner en rond, commençaient vraiment à tourner en rond. Et à un moment donné, elles se retrouvent près d'une rivière. Or, il n'y avait aucune rivière près du Summer School. Et de l'autre côté de la rivière, elles voient des ombres, mais des ombres extrêmement menaçantes et tout ça. Donc, elles s'en vont en courant et elles n'arrivent pas à retrouver la sortie. Donc, de fil en aiguille, elles courent, et soudain, elles voient la sortie de la forêt. Et là, elles sortent et il fait nuit. Et il y a des adultes qui viennent et qui leur disent « Mais où vous étiez passés? On vous a cherché toute l'après-midi. On a prévenu vos parents, ça fait des heures et des heures que vous avez disparu. La police était là et tout ça. » Est-ce que là, il s'agit d'un glissement dans le temps ou d'une hantise? Pour moi, c'est une autre dimension. C'est ni temps ni hantise, c'est un glissement dans une autre dimension. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elles ont vu des créatures non humaines, des créatures comme des ombres. Et elles pensaient avoir passé à peu près 40 minutes dans la forêt ou 50 minutes dans la forêt, alors qu'elles avaient passé plusieurs heures. Donc là, on voit très très bien qu'elles étaient dans une dimension où le temps passait différemment que dans cette réalité. Et donc, voilà une expérience typique de voyage dans d'autres dimensions qui, heureusement, s'est bien terminée. Dans certaines abductions aussi, le temps, beaucoup d'abductés pensent avoir été enlevés qu'une heure, alors que plusieurs heures, 5 ou 6 heures, sont écoulées. C'est le cas de Travis Walton, par exemple, qui pensait avoir passé 2 heures dans le vaisseau, alors que 5 jours s'étaient écoulés. C'est le cas aussi de Franck Fontaine à Cergy-Pontoise, qui avait disparu plusieurs jours. Contrairement à ce qui se dit, ce cas est authentique. Et il y a eu une enquête très sérieuse qui a été menée par Jimmy Gueux dans les années 80. Mais il y a ce phénomène de dilatation du temps. Inversement, Lisa O'Hara parle d'abductions qui durent plusieurs heures, et qui sont physiques, qui laissent même des marques sur son corps et même des traces qui apparaissent sur des radiographies, mais où elle est ramenée avant d'avoir été abductée. Donc on voit bien que les entités qui sont derrière les abductions qui sont pour la plupart des phénomènes physiques, encore physiques, je le précise, sont capables de manipuler le temps et les dimensions. Donc on voit très, très bien que les abductions se déroulent en grande partie dans des dimensions parallèles qui sont aussi physiques que la nôtre, mais où le temps passe différemment, où les constantes sont différentes. Et certains abductés parlent même de dimensions synthétiques générées par les entités sans âme, spécifiquement pour les abductions. Donc, quand on voit ça, on peut expliquer certains phénomènes, par exemple des disparitions mystérieuses où des personnes sont avec d'autres personnes qui disparaissent littéralement au nez à la barbe de témoin. Énormément de cas ont été rapportés par David Paulides. Donc, certaines de ces disparitions mystérieuses sont liées à des abductions par des entités non humaines, d'autres sont liées à des humanités parallèles
et à des cryptides qui semblent enlever des gens. Ça, on en a parlé dans d'autres podcasts sur les cryptides et sur les humanités parallèles, notamment ce qu'on peut appeler les fées et les gnomes, donc on n'y reviendra pas dessus. Mais on peut penser que certaines de ces disparitions mystérieuses sont liées au fait que des gens vont rentrer dans des vortex naturels qui mènent ou vers des dimensions parallèles, ou qui mènent vers le futur, ou vers le passé, ou vers des timelines parallèles, et ils disparaissent totalement de cette dimension. Par exemple, Paulides parle de cas de personnes qui sont en train de marcher ensemble. Une personne s'éloigne de quelques mètres de l'autre personne, et il y a un tournant. L'autre personne arrive au tournant et il n'y a plus personne, comme si la personne s'était volatilisée. Il y a même des témoignages de personnes qui faisaient du jogging ensemble, et tout d'un coup, la personne qui est à côté de l'autre personne disparaît. Donc ça peut être des phénomènes d'abduction ou des phénomènes de personnes qui rentrent dans un vortex naturel et qui passent dans une autre dimension. Il y a d'ailleurs des forêts, par exemple une forêt en Roumanie, dont le cas qui a été étudié par la chercheuse anglaise Steph Young, où beaucoup de personnes disparaissent. Et selon certains témoins, il y a des espèces de vortex, de portails qui se forment dans cette forêt. Des chercheurs allemands auraient étudié ces portails, et ces portails mèneraient vers d'autres dimensions, et à certaines périodes de l'année, ils mèneraient de notre dimension vers une autre dimension, et à d'autres périodes de l'année, ils mèneraient d'autres dimensions vers notre dimension, ce qui expliquerait aussi que certains objets extrêmement étranges se retrouvent dans cette forêt, parce que des objets qui passent d'autres dimensions vers notre dimension. Donc il y a vraiment des cas extrêmement intéressants, et en tout cas, cette notion de vortex, de porte dimensionnelle, cette notion de glissement du temps, cette notion de timeline peut expliquer beaucoup de phénomènes dits paranormaux, qui vont des phénomènes de hantise à des phénomènes de disparition, en passant par des phénomènes d'apparition de créatures mystérieuses. Par exemple, beaucoup d'apparitions de Bigfoot correspondent à des humanités parallèles, mais certaines correspondent à des créatures d'autres dimensions qui passent dans notre dimension par des vortex. Bien évidemment, les Bigfoot, ça existe bel et bien. Il y a des preuves matérielles, des empreintes de pas. Il y a les films comme le film de Gimlin et Patterson, et des entités de type Bigfoot ont été aperçues sur tous les continents. C'est pas seulement aux États-Unis ou dans l'Himalaya ou dans le Caucase. Il y a des Bigfoot en France qui portent le nom de Bretou. Il y a des Bigfoot en Angleterre. Il y a toute une étude qui a été faite par Andy McGrath et aussi Nick Redfern sur les Bigfoot, et on retrouve les Bigfoot anglais, donc on retrouve David Paulides aussi qui a travaillé sur les Bigfoot, et dans certains cas, ça correspond très clairement à des créatures de chair et de sang qui sont douées d'une intelligence humaine ou quasi humaine. Donc ça correspond très clairement à des humanités parallèles, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est des créatures qui disparaissent presque au nez, à la barbe des gens. C'est des créatures aussi qui sont liées à des apparitions d'ovnis. C'est des créatures qui semblent être de nature extradimensionnelle. C'est pas pour dire qu'elles ne sont pas physiques, parce que les créatures extradimensionnelles sont physiques, mais c'est une physique différente de la nôtre. Donc, on le voit, tous ces phénomènes de timeline, de temps, de dimension, permettent de faire le lien entre divers phénomènes paranormaux, que ce soit des phénomènes de hantise, des phénomènes de timeline liés à l'effet Mandela, ou des phénomènes d'apparition de cryptides. Et d'ailleurs, le paranormal n'a rien de paranormal. Le paranormal, c'est lié à la nature même de cette réalité. C'est lié au fait que cette réalité fonctionne comme une simulation.
c'est lié au fait que cette réalité est holographique. Et c'est C'est lié une au fait que réalité parallèle, en fait. c'est des réalités parallèles. Et c'est lié au fait qu'on est dans une espèce de réalité synthétique, artificielle, de nature holographique, et qui a été générée par des entités non humaines. Et c'est ce qu'on appelle les entités sans âme. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. YouTube. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.